Barge rousse, oie de Gambie, sarcelle d'été, d'androcine veuf, canard casqué, des noms qui chantent aux oreilles de tout chasseur. Les oiseaux sont là, certains grégaires, d'autres migrateurs. Car sur les rives du lac Maga, au nord du Cameroun, la nourriture abonde et le climat est clément. En ce matin de janvier, Michel, les deux Bruno, Bertrand, Frédéric et Hubert, tous chasseurs et passionnés de gibier d'eau, remontent les canaux entre les îles qui parsèment le lac. À quelques kilomètres du Tchad, le lac Maga est un véritable sanctuaire. Régulièrement, les îles sont recouvertes par les crues, formant des marais où, à peine dérangés par les pêcheurs locaux, canards et oies viennent se nourrir. Graines flottant à la surface de l'eau, jeunes pousses de plantes aquatiques, un véritable festin. Alors, à l'aube, les oiseaux quittent leur nid tapis dans les hautes herbes pour s'envoler et se rendre au lieu de gagnage. C'est l'heure idéale pour les chasseurs, l'heure de la passer au canard. Bon, on y va alors. Sur ces îles marécageuses et peu visitées, le plus difficile est de trouver des postes pour se cacher. Le canard est très craintif et chaque intrus est repéré de fort loin. Mais ça navigue tout le temps comme ça. Ah, en face, piste. Là, il y a une casquée qui arrive à droite. Casquée là-bas. Baissez-vous. Bravo. Bien joué. Tu l'as eu? Qui l'a tiré? Bravo. Tout le monde. Tir collectif. Tir collectif, tir groupé. Avant la prise des postes, Bruno, Frédéric, Michel et Bertrand, chasseurs impénitents, n'ont pas pu résister au passage du premier casqué, le canard à bosse. Il faudrait qu'il y en ait un qui se mette à droite, là, qui se poste là. On va démarrer. Bernard, tu te mets au milieu. Et moi, je vais me mettre complètement à gauche, là-bas. Ça, c'est la mare au fond. Non, la mare au fond, elle est à peu près à 500 mètres d'ici. Hein? Voilà, donc tout vient de là-bas. Tout vient de... Non, mais là, on est trop, là, ils vont nous voir. Il faut qu'on aille dans les touffes et qu'on ne bouge plus. Et les pisteurs, pareil, dans la touffe. Hein. Ça a une bonne vue, les canards? Ah oui, c'est énorme, énorme. Qu'est-ce qui est énorme? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont une vue qui... Tout ce qui bouge, c'est leur façon de se défendre. S'ils aperçoivent un mouvement, à ce moment-là, au dernier moment, ils tournent. Et un canard qui tourne, c'est un canard qui a vu quelque chose. Regarde ça à droite, là, comment ça passe. Baisse-toi. Ou à ta gauche. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut se planquer. T'en as deux qui viennent en face de toi à gauche. Ils te viennent droit dessus. Hein. Donc voilà l'exemple type. Voilà l'exemple type de canards qui nous ont vus, qui ont tourné au dernier moment, où on a l'impression effectivement qu'ils sont tout près. En réalité, ils sont à 50 mètres et comme ce sont des canards armés, à 50 mètres, en règle générale, ils prennent le plan et ils continuent. D'où la nécessité de se cacher, de ne pas avoir de personnes qui circulent entre les postes. Il faut qu'on soit tous dans les touffes. Il faut se cacher, se relever juste au dernier moment.
C'est un vol d'oie de Gambie, dit aussi canard armé. Sur chaque aile, elle porte un éperon de plusieurs centimètres. De taille imposante, l'oie peut mesurer près d'1 mètre, un vol franc et puissant, un des plus beaux voiliers. Elles ont repéré les chasseurs ou aperçu quelque chose d'insolite, car déjà elles virent. Trop tard pour attendre, malgré la distance, le tir est tenté. L'idéal serait effectivement de chasser, de récupérer le gibier en fin de chasse. Mais compte tenu effectivement de l'état du terrain, il faut y aller de suite, sinon on perd le gibier. C'est un très gros oiseau, mais il y a 50 cm d'eau, donc l'oiseau plonge et si on n'a pas le regard dessus, on ne le trouve pas. Plomb trop léger, distance trop importante, plumage trop dense, l'oie accuse l'impact, mais continue son vol. Mais si l'oiseau est réellement blessé, il ira mourir à quelques kilomètres de là et fera alors sûrement le bonheur de quelques prédateurs. Une passée ne dure guère plus d'1 heure. Instant bref, mais dense. Chaque chasseur est accompagné d'un pisteur, un enfant du village qui trouve là l'occasion d'un travail et l'espoir de quelques cadeaux ou même du gibier pour égayer son maigre ordinaire. Oie de Gambie, canard casqué, femelle et mâle, bécassine. Le tableau est à la hauteur des espérances. Un tableau qui sera partagé entre les pisteurs. C'est une tradition, c'est aussi un plaisir. Au milieu des canaux, certaines îles abritent les pêcheurs du lac. La semaine durant, ils vivent avec leurs familles dans ces villages éphémères et le jour du marché, ils se rendent à la ville sur les berges du lac pour vendre leur maigre butin arraché aux eaux. Bénéfice pour une semaine de travail, environ 20 francs. Juste de quoi nourrir la famille. Je suis pêcheur, je m'appelle Bouba. Je pêche. Quand je vais dans l'eau, je suis menacé parfois par les vagues. C'est bon quand on est au moins à 2 dans une pirogue. Lorsqu'on est seul, c'est difficile. Parfois, on souffre, on n'a pas de provisions sur l'île. On est obligé de se déplacer difficilement pour aller chercher les provisions, les ramener pour qu'on puisse survivre sur l'île.
Et des fois, en saison pluvieuse, quand l'eau augmente, on est obligé de déménager. Parce que là, l'eau gonfle tellement qu'on ne peut plus y résister. Si la pêche est maigre pour les locaux, sarcelles, dendrocines veufs et oanènes abondantes sur le lac viennent enrichir la gibecière du chasseur. Avant le lever du jour, elle passe au ras des herbes et dès que la lumière commence à poindre, elle monte. Et plus il y a de lumière, plus elle monte. Et quand le jour est bien établi, à ce moment-là, on les voit, elles sont à 500 mètres de haut. Sur les rives du lac, le village de Pousse. Depuis longtemps ici on est musulman. Il y a plusieurs siècles, venus du nord, les cavaliers Foulbé partirent se tailler des empires en Afrique noire au nom de la religion du prophète et ils créèrent de puissants sultanats. Derrière les hauts remparts de terre de sa demeure vit sa majesté Yahya Oumar, le sultan de Pousse-Magua. On est sultan de père en fils, mais démocratie aidant, on est aussi préfet. Alhamdoulilah. Dieu soit avec vous. Yo musdatiana hadir adi pam hirmumda agarda. Yo wahrimna agarda gazali fini akada nankai. Muhirmumu mosogali fini akada nankai. Yo muhirmum haili fini akada nankai. Tiens wan simun magram rumuna sama daigran sidi. Dans mon canton, la population se base tellement sur la culture du riz, du mil, surtout. Bien vrai, au moment de la récolte, la population est tellement dérangée par les oiseaux granivores. Le riz, comme le sorgho, ils ne peuvent jamais être tranquilles. Des fois, ce qu'ils récoltent, ça ne peut être qu'à moitié. Juste parce que les oiseaux carnivores prennent leur part. C'est ça qui a fait à ce que la vie est dure dans mon canton. Ici, on appelle ces oiseaux les mange-mille. Une malédiction qui s'abat en nuée sur les champs de sorgho. L'impôt est terrible. Bon, tu lui expliques hein, Oui. ce qu'on veut faire. Oui, bien. Donc, tout le monde On vient chercher le pisteur, on vient chercher celui qui connaît l'endroit où se trouve le gibier, de façon à ce qu'il nous y amène. Et que, bon, avec les gens du village, éventuellement les enfants, on fasse une masse pour pousser le gibier et le lever de façon à pouvoir le tirer. Pour organiser une battue, l'aide des pisteurs locaux est indispensable. Braconniers de père en fils, eux seuls connaissent les coins. Un permis de chasse, un fusil, des cartouches, c'est inaccessible. Alors c'est avec des pièges que les locaux pratiquent un braconnage de survie. Alors, je vais t'expliquer ce que je pense. Oui. Il va me dire si c'est bien. Si c'est pas bien, on trouvera une autre chose. Moi, je pense qu'on va s'aligner jusqu'au brûlé. Oui.
Hein, on se met en ligne, dos au soleil, et on avance jusqu'aux arbres. Ouais. Ok? Ok, et ensuite arrivé aux arbres, hop, on fait l'inverse, on revient sur la partie ici. C'est bon? C'est bon. Bon, vous prenez la partie droite avec vos amis, hein, vous faites la partie droite, et puis on essaie de marcher en ligne pour pas qu'il y ait d'accident. Le pisteur, le chef pisteur, il soit pratiquement mobilisé. Ah voilà, parce que c'est lui le fait au jet. Comme toutes les battues, celle au francolin exige des chasseurs et des pisteurs qu'ils fassent du bruit pour lever l'oiseau qui vit caché dans les hautes herbes. Cet oiseau, particulièrement doué pour la course, ne s'envole que sous la contrainte. Un vol lourd et régulier qui facilite le tir. Réparti dans toute l'Afrique, le francolin est un gallinacé de la famille des phasianidés, comme le faisan de nos campagnes. Il se nourrit essentiellement de tubercules, bulbes, pousses, baies, racines, mais il mange également des insectes et autres invertébrés. Les couples ont tendance à demeurer sur les territoires de reproduction, ce qui permet de penser qu'ils se forment pour toute la vie. Le crépuscule est toujours un instant magique. C'est d'abord le temps de la prière, puis une fois le tableau exposé, le temps du partage. Tiens, 4 francolins, 3 cailles, 2 tourterelles et 2 lièvres, ben, ça fait 31. Là, on est à la passée du matin. On est sur une digue qui fait à peu près 500 mètres de long. Et on a posté des chasseurs à peu près tous les 50 mètres. D'accord ? Et les canards sont en train de partir des endroits où ils mangeaient pour revenir sur le lac. Donc, ils passent en bande. Comme il y a un peu de brume, ils passent pas trop. On voit des oiseaux partout dans le ciel.
Donc il faut absolument se cacher au maximum. Les oiseaux voient de très très loin. À 500 mètres, un oiseau, il distingue une forme humaine. Donc il va dévier sa route et on ne pourra pas le tirer. Et comme on ne peut pas tirer au-delà de 35-40 mètres, eh bien, il faut faire très attention à ça. Alors, au niveau des oiseaux, des variétés, ici on a surtout de l'oie de Gambie, plus communément appelé canard armé. On a aussi quelques canards casqués, pas beaucoup, et éventuellement quelques dendrocygnes veufs. Bon. On passe au haut, hein. Ouais. Canard armé. Il passe sur la digue. Normalement, il devrait tirer si chaque chasseur est à sa place et a bien protégé la ligne, il devrait tirer. Oh putain. Elle va me tomber dessus, lui. Oh. Je ne peux plus, je la prends sur la tête. Tiré comme bête. Nadia! Belle eau, hein? Oma! Mais j'ai fait. Nadia! Après une heure de tir à la passée, les oies dévient leur route et évitent la digue. Trop loin, trop haut. Le tir devient impossible. La chasse est terminée. Les pisteurs tentent de retrouver les oiseaux touchés. Le gibier à la gorge tranchée. Dans ce pays musulman, s'il n'était pas saigné, il serait impropre à la consommation. « 28. Combien? On est 27. 27, 29. Comme l'autre jour. C'est pas par 10? Non, c'est par 9. Eh ben, bravo. Messieurs, bravo. On a envoyé 2 gamins sur un coup. Il y en avait 2 là, mais vraiment morts. Hein. Il les a pas tournés? Il les a pas tournés. Voilà un beau spécimen mâle de doigt de Gambie.
dit aussi canard armé, parce qu'on a ici un éperon très dur, pointu, qui peut en effet blesser quelqu'un quand il agite les ailes pour se défendre. On a également une caroncule ici rouge, forme une forme de bosse. Voilà, mais enfin ça c'est déjà un très beau canard. Ces éperons de plusieurs centimètres de long sont surtout utilisés lors des conflits et des parades. À la saison des amours, les mâles qui se disputent une belle se donnent de violents coups d'aile et peuvent se blesser. Voilà, il y en a qui veulent que je prenne les photos. On a blessé quelques-uns, on en a retrouvé parce qu'on avait de bons pisteurs, mais malheureusement, quelquefois, il y en a qui accusent le coup et qui vont très très loin. Ils peuvent faire 1 kilomètre ou 2 kilomètres et à ce moment-là, malheureusement, ils sont perdus. Alors, on a une satisfaction, c'est que la brousse est très bien peuplée ici et qu'en général, tous ces petits jeunes qui ont repéré les oiseaux, le lendemain ou le soir, vont retourner en brousse pour récupérer ces oiseaux. Donc finalement, il n'y a pas une grosse perte. Une belle photo à faire. C'est un super truc à faire. Ces jours de marché, le sultan de Pousse offre une fête. Trompe, tambour, tam-tam et you-you de l'orchestre de la cour accompagnent les cavaliers de la Fantasia. Les jours de marché, on vient de fort loin et dans ses plus beaux atours pour acheter, pour vendre, pour retrouver un membre de sa famille. Personne ne voudrait manquer la fête. Toutes les ethnies sont rassemblées ou presque. On parle quelques 200 langues héritières des grandes civilisations soudanaises et bantoues, pratiquant les religions animistes, chrétiennes et musulmanes. Pour descendre vers le sud, le taxi brousse. Du lac Tchad sous le tropique du Cancer à l'équateur, des pasteurs bororo poussant leurs vaches aux cornes en forme de lyre aux pygmées de la forêt équatoriale, des volcans aux plaines de l'océan Atlantique, le Cameroun est une Afrique en miniature. Au sud de la ville de Garoua, au pied des monts Kem et Waal, un domaine de 300 000 hectares. Le domaine
la zone de chasse d'Alain Raoul. Guide de chasse depuis près de 30 ans, Alain connaît chaque recoin de la savane, chaque gué des maillots, les rivières locales. Et quand il croise un cob de Fassa, un babouin, ou un élan de derby, celui que l'on surnomme le fantôme, on a l'étrange impression qu'ils se connaissent. Safari, un mot hérité de l'arabe, safariya, signifiant voyage, traversée. L'histoire du safari est directement liée à celle des colonies africaines. Une époque marquée par un mélange de luxe et d'aventure. Le père de Winston Churchill fit transporter un piano lors d'un safari. C'était en 1891. Mais il n'était pas rare en ces temps que des porteurs ou des chasseurs périssent entre les griffes d'un fauve. Le campement d'Alain, l'African Safari, est bâti à 500 mètres d'altitude sur les bords de la rivière Mayoloul. Olivier est un industriel belge. Passionné de chasse, il s'est offert son premier safari africain. Un peu haute. Avec son guide Florent, il faut d'abord régler le fusil, car un armurier ne saurait régler avec précision l'arme d'un autre tireur. Chaque individu a sa façon particulière d'épauler et de viser. Les écarts peuvent être importants de l'un à l'autre. Il faut tirer au moins 5 balles pour avoir une idée assez nette de leur groupement. L'axe, il est excellent. Oui. C'est pas ça qui va changer grand-chose sur un but. C'est élémentaire, ça. Dans toutes les chasses, on tire toujours une balle ou plusieurs, jusqu'à ce que la carabine soit parfaitement réglée. Comme ça, si on rate l'animal, c'est la faute du chasseur, c'est pas la faute de la carabine. Florent n'a que 28 ans, mais déjà 8 ans d'expérience comme guide. Le talent n'attend pas l'âge. Il est habité d'une passion, la traque, la recherche des indices, trouver la piste de l'animal et le poursuivre. Dieudonné, Issa et Michel, des pisteurs locaux, l'assistent. Ce matin, on recherche le buffle. Chaque indice a son importance. On suit la piste des buffles. Ils ont pâturé ici la nuit et les pisteurs sont en train de chercher par où le troupeau s'est déplacé après. Donc ils ont dû rester ici un moment et pâturer parce qu'il y a de l'herbe verte. Et on va voir où ils sont passés. Hubert interroge le fumet de l'animal, ses excréments. Certains sont aiguillonnés, déliés, dorés, en chapelet, formés, ridés, hantés, veines. Ils permettent à coup sûr de reconnaître l'animal, le moment de son passage. Une indication précieuse. C'est un vieux buffle blessé qui est repéré. Mais n'étant pas à bon vent, les chasseurs ne peuvent approcher l'animal qui, alerté, s'enfuit. Ça fait 1 heure qu'on approche des pistes de buffles et on a repéré un troupeau. On vient de le voir par corps, il s'est enfui et comme on est dans une région, dans une zone où il y a énormément de paille, le pisteur vient de mettre le feu pour empêcher que les buffles reviennent dans cette zone de paille où on ne pourrait plus les voir. Donc ça va les faire fuir sur une zone qui est plus découverte et où on espère les approcher plus facilement. Les feux de brousse permettent aussi d'éliminer les buissons et d'assurer de nouvelles pousses dès les pluies suivantes. Certains arbres, tels l'acacia, sont capables de survivre au feu. Un mécanisme leur permet de protéger les fleurs et les graines.
L'eau lave le visage, mais elle ne lave pas la malchance, dit un proverbe local. Alors, retour au campement. Ici, je recherche comme animaux, je recherche surtout le buffle, parce que le buffle est un animal qui est d'abord important, ensuite qui est dangereux dans le sens que si on le blesse et qu'on le tire mal et qu'on l'approche de façon imprudente, il peut effectivement se provoquer un accident. Je ne recherche pas spécialement l'accident, mais le frisson, l'idée que ça pourrait éventuellement être une situation difficile. Dès les premiers safaris, les Anglais ont rangé le buffle dans le Big Five, avec le lion, l'éléphant, le rhinocéros et la panthère. Les buffles ont d'énormes besoins d'eau chaque jour et ils adorent se vautrer dans la boue pour se débarrasser des parasites. Alors les recherches s'orientent aujourd'hui le long de la rivière. C'est toujours le guide qui décide du tir. Il aura d'abord sélectionné l'animal, toujours un mâle, en général un vieux, qui ne joue plus un rôle déterminant dans la harde. Le choix sera également fait en fonction de la qualité du trophée. Une attention particulière est portée à la sécurité. Le buffle est dangereux. Il est rare que l'on tue l'animal d'une seule balle, et blessé, il cherche à se venger. Les autres derrière, non. Donne le fusil. On attend 5 minutes. Voilà, on attend 5 minutes. On a bien pris l'épaule. Dans l'épaule, ouais. Pas dans l'épaule, juste derrière. Ouais, ok. Au défaut de lui. T'étais bien. Je crois que t'es bien. Ouais, je pense qu'il était bon. On attend 5 minutes. Parce que donc, le buffle étant un animal dangereux, et on ne sait pas si l'animal est blessé ou s'il a réellement pris la balle. Donc, l'animal, là, est parti et va s'arrêter, écouter, voir ce que c'est, s'il a des poursuivants. Donc on doit le laisser se calmer et ensuite seulement on prend la trace. Parce que une fois qu'il est calme, il se méfiera moins. Alors que là, il est sans doute arrêté, en train de regarder. Bon. Eh ben, on va attendre. Tiens. Ah, c'est l'émotion, hein, ça, pas de doute. Par ici. Touché, au défaut de l'épaule, avec une balle de gros calibre, une 9 364. L'hémorragie est importante et la trace facile à suivre. Félicitations. Merci. Très bien, on a tiré un buffle avec une balle simplement. C'est assez exceptionnel. La balle était parfaitement placée. Donc le fait d'attendre, comme on l'a dit, nous a permis de retrouver le buffle mort.
il est mort tranquillement, si l'on peut dire. Le buffle tué est un Capher brachycéros ou buffle des savanes. Une des 3 sous-espèces de la famille des buffles avec le Capher nanus ou buffle des forêts et le Capher capher, le buffle noir. Ce dernier est le géant des 3. Il peut peser 1 tonne et avoir des cornes de près d'1,50 m d'envergure. Ah, c'est quand même très émotionnant. Après l'avoir chassé, la moindre des choses, c'est de ne pas le laisser en brousse, bien entendu. Comme ça, les populations locales bénéficient de la viande. Et bien entendu, on va emmener le trophée pour le chasseur, qui constituera son souvenir. Et puis donc, la viande, comme je l'ai dit, on en prendra un petit peu pour nous, pour faire goûter le buffle au chasseur, pour avoir un petit peu de viande au camp. Et tout le reste ira aux populations locales. Le trophée est évidemment important, d'abord parce que c'est le point, c'est la chose qui est la plus visible qui reste. Bon, on a toujours plaisir à accrocher un beau trophée dans une salle de chasse. Ça permet également d'évoquer des souvenirs avec des amis. Mais surtout, c'est pour celui qui l'a chassé, c'est un moment de sa vie, c'est un moment inoubliable. Ça ne m'intéresserait pas de reprendre des trophées d'une autre personne, même s'ils sont très beaux, parce que c'est pas moi qui les ai chassés. Ah, excellent, hein? La chasse, c'est avant tout être actif, c'est-à-dire payer de sa personne, redevenir prédateur. Donc chasser à l'état pur, c'est vraiment être actif, donc poursuivre l'animal. Ici, on a la chance d'être dans un terrain ouvert où les animaux sont complètement libres. Malheureusement, il y a certains endroits où on chasse entre des grillages, les animaux sont enfermés, donc même si on tourne un peu, on est sûr de les trouver et il n'y a plus cette émotion, cette magie que peut créer la chasse en milieu complètement ouvert, comme on peut le voir autour de nous. Et surtout, ce qui est très important, être actif, pister, donc aller vers l'animal, redevenir prédateur. Pour le premier buffle d'Olivier, pas de champagne, mais cascade pour tout le monde. Tiré au-dessus. Non, il est mort. Encore repris, merde. Pas serré une fois de plus. Ah. Ah.
Félicitations. Ah, merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas serré la carabine assez fort. Et le recul fait que j'ai pris la lunette et que j'ai ce qu'on appelle le Weatherby Eye. On va aller voir. Sous l'effet du recul, la lunette a blessé Olivier. Mais une lunette de ce type, avec un grossissement de 6 fois, permet d'observer un animal à 150 mètres comme s'il se trouvait à 25 mètres seulement. Pratique lorsque l'on chasse le coq des roseaux qui vit caché dans les hautes herbes. Là-bas. Voilà, l'animal est bien touché du son. Félicitations, c'est superbe, c'est un très beau trophée en plus. Oui, superbe trophée. Voilà. Très vieux, oui. Il est gros, hein. Très gros à la base, une superbe forme. C'est un très vieux mâle. Il est très gros, et très long, pardon, et très gros à la base. Et donc chez ces animaux, il y a ce qu'on appelle une pulpe basale. Donc c'est une partie molle qui relie le crâne à la corne, qui tend à disparaître plus l'animal est vieux. Quand il est jeune, c'est très, très gonflé ici. Et donc là, on peut voir, c'est même plus mou d'ailleurs, alors que d'habitude c'est mou. Là, c'est déjà tout dur, c'est très vieux. Voilà, bel animal. On va le positionner correctement pour faire une photo. Ouais. Remonte un peu, tu baisses un peu le nez et tu remontes un petit peu les cornes pour les mettre en valeur. Une harde de cobs de Buffon est repérée sur le bord de la piste. Les cobs établissent leur territoire non loin des rivières et des marécages. Leurs larges sabots sont constitués pour offrir une résistance au sol spongieux sur lequel ils évoluent. Ils paissent le soir et la nuit et se retirent ensuite à l'ombre des arbres pour ruminer le reste de la journée. Lorsqu'une partie de la troupe s'alimente, l'autre monte la garde. C'est le mâle qui nous regarde là. Certains chasseurs, malheureusement, sont plutôt des tireurs. C'est-à-dire qu'ils aiment tirer, et pour eux, plus ils tirent loin, mieux c'est. Mais en fait, ça gâche beaucoup la chasse, je pense. Et l'intérêt est moindre, puisque tirer sur un animal très loin, c'est pas le chasser, c'est simplement du tir, comme ça serait possible sur une cible, alors que l'approcher, c'est vraiment le chasser, puisqu'on met à contribution nos sens contre ceux des animaux, et comme ça on peut défier l'animal dans son domaine, et c'est un défi supplémentaire bien sûr. Kolob, Rollier et Bubal peuvent vaquer tranquilles. Olivier a rencontré son buffle. Le safari se termine.
pense qu'il y en a un. Oh, il n'y a pas de mal. Non, non. Au camp, les trophées de la saison sont préparés. Les peaux salées, les crânes bouillis. La saison de chasse, commencée en décembre, prend fin au mois de mai. Les quotas ont été respectés. La saison des amours va pouvoir reprendre.